Alors, un tout petit mot sur les films que nous allons voir ce soir. Moi, ça fait un certain nombre d'années que je présente ces aventuriers. C'est un honneur pour moi de le faire, que je regarde ces films avec vous. Et à chaque fois, vous remarquerez que quand on interroge les aventuriers, on leur pose toujours des questions sur les motifs de leur aventure. Et alors, à ce moment-là, attention, ce n'est pas une critique que je fais, ou alors en tout cas, c'est une autocritique, parce que je suis le premier à chercher des motifs à l'aventure. On a toujours des explications très sophistiquées, des objectifs que chacun va essayer d'atteindre, la métaphysique, la philosophie, la science, il faut découvrir telle espèce d'araignée dans la jungle, il faut comprendre tel mode de vie et culturel dans les îles de Madagascar, il faut aller réussir à se dépasser pour des raisons intérieures. Enfin, il y a toujours des motifs qui sont exprimés. Et bizarrement, ça arrive très peu que les aventuriers avouent que c'est simplement par plaisir qu'ils partent vivre les aventures qu'ils vivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Comme s'il y avait une espèce de pudeur qui les empêchait de dire qu'ils cherchaient simplement à jouir du monde et des aventures qu'ils vivaient. Il y a un petit poème de Gérard de Nerval, très très court, que Gérard de Nerval destinait à une de ses fiancées. C'était à l'époque où on pouvait leur écrire des billets doux, des sonnets et des poèmes sans risquer de se faire engueuler. Le petit poème dit ceci, soit brune ou blonde, faut-il choisir? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. C'est tout à fait charmant, c'est magnifique. Et bien, quand j'ai lu ce poème, moi, le Dieu du monde, c'est le plaisir, ça m'a fait penser à l'aventure. Faut-il choisir? Soit brune ou blonde, faut-il choisir? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Faut-il choisir? Skieur ou surfeur, faut-il choisir? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Coinceur dans une fissure ou bien plutôt des spites, faut-il choisir? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Faut aller à la voile ou faut aller avec un moteur? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Il faut aller en longboard ou faut aller en surf? Faut-il choisir? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. On pourrait continuer comme ça beaucoup, mais retenez cette phrase tout au long de cette soirée. Le Dieu du monde, c'est le plaisir. Et si je vous ai cité ce petit poème, c'est parce que les films que nous allons voir ce soir transmettent cette idée de l'aventure hédoniste, gratuite, vécue pour des tas de raisons. Bien sûr, nous aurons des prétextes. Nous comprendrons pourquoi ils sont partis. Les choses seront exposées très sérieusement. Il y aura des objectifs extrêmement louables. Mais vous verrez en arrière-plan, ayez l'arrière-pensée que le Dieu du monde, c'est le plaisir. Et que derrière toutes ces motivations qui entraînent les hommes à partir vers les horizons, il y a toujours cette volonté magnifique, cette volonté merveilleuse de rendre ses dévotions à ce Dieu superbe qui s'appelle le plaisir. Alors vous allez voir que le premier film de notre sélection, que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle Caléléo, correspond tout à fait à cette idée hédoniste, épicurienne de la recherche du plaisir. Hier, on a vu le film Biarritz Surf Gang, la plage de Biarritz, les surfeurs des années 80, qui écrivaient sur les plages et dans les vagues de Biarritz une histoire de la contre-culture du surf, mais c'était une vision assez douloureuse du surf. Moi, j'y ai rêvé cette nuit. J'ai vu des surfeurs qui surfaient sur le couvercle de leur propre cercueil. C'était le surf qui n'était pas une planche de salut, mais qui était un tapis volant qui les emmenait vers le gouffre. Vous vous souvenez de ce film? Aujourd'hui, nous allons voir une dimension du surf qui n'est pas... on ne peut pas dire qu'elle soit aux antipodes, parce que c'est la même soif de vitesse, de glisse qui est cherchée, mais en tout cas qui exprime quelque chose de beaucoup plus hédoniste, qui ressemble beaucoup plus à l'idée que le Dieu du monde, c'est le plaisir, une passerelle vers les autres, un moyen d'aller à la rencontre d'autres pays, dans l'océan Indien, un moyen de rêver. Voilà, c'est ce qu'ont compris Justine Mauvin et Damien Castera. Ils ont compris que Gérard de Nerval avait raison et qu'il fallait l'écouter. On va voir tout de suite leur film Caléléo, et puis on se retrouve ensuite, après ce surf trip, avec eux, dans une quarantaine de minutes. À tout à l'heure.
Voilà, mais peut-être juste au milieu. Voilà, on a vu le surf hier soir. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était le surf comme planche de fakir et que là, on vient de voir le surf comme planche de salut. Alors, vous avez trouvé la réponse finalement à la question que vous posez de pourquoi vous voyagez? Je pense que tu l'as bien résumé tout à l'heure avec le poème de Nerval. C'est vrai qu'on a tendance, je pense que tu as dû reconnaître la phrase à la fin où transformer l'expérience en conscience, qui n'est pas de nous, qui est de Malraux. Et c'est vrai qu'on a tendance à la fin d'un voyage de demander pourquoi on fait ça, que ça ne change pas le monde. Nous, est-ce que ça nous change? Bon, forcément. Mais on a tendance à chercher du sens. Et c'est vrai qu'au final, peut-être qu'on se complique un peu la vie et que le sens, c'est le plaisir, tout bêtement, et le partage. Donc, oui, Justine, tu dis que ça n'est pas que pour la passion du surf. Non, c'est vrai, et en même temps, c'est pour ça qu'on continue à voyager, c'est parce que je pense qu'on n'a jamais cette réponse et on n'est jamais vraiment satisfait. Cette quête du bonheur est éternelle, je pense. Et c'est pour ça qu'on va au bout du monde et au bout des choses. Oui, vous réfléchissez beaucoup hein, entre deux séances de tir à l'arc et de dégustation de charançon. On vous voit lire. beaucoup de Sylvain Tesson d'ailleurs. Ah ben c'est aimable. Non, c'est pas pour ça que je dis ça, mais c'est parce que j'ai cru repérer Jean Giono dans votre bibliothèque de bord. Alors voilà, c'est assez rare. C'est bien. Bah, ça participe, je pense, à la construction un peu du voyage, de la quête, dont forcément que tout a été fait, beaucoup de choses ont été faites. Donc c'est vrai que quand on a des gens comme Kessel, comme toi, comme Giono, qui nous ouvrent un peu à la poésie, à une manière de voyager, c'est vrai que ça nous aide peut-être à construire nos voyages. Comment vous avez établi la géographie de ce voyage? Parce que d'habitude, dans les surf trips, on voit plutôt le Maroc, l'Australie et Hawaï. Est-ce que c'était des spots, ceux-là, que vous avez défrichés plutôt? Pour la partie Mentawai, Indonésie, c'est des spots qui sont déjà très connus par les surfeurs, moins du coup la partie tribale, et c'est pour ça qu'on a voulu prendre un peu le contre-pied et aller dire bonjour aux locaux qui habitaient avant d'aller surfer leurs vagues. En Papouasie, en revanche, c'était une totale surprise. On a juste regardé les cartes sur Google Maps, tout bêtement. On voulait aussi visiter les tribus, on était assez informés là-dessus, et il s'est trouvé qu'on a trouvé des vagues assez magiques. Mais c'était la bonne surprise du voyage. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez inédit, c'est que la plupart du temps, dans les voyages de surf, on voit des surfeurs qui sont assez obsédés par la vague, et uniquement la vague, et en fait la vague est moi, la vague est la planche, et vous, finalement, vous avez littéralement partagé votre voyage entre la rencontre des hommes et les vagues, entre l'élément et les hommes. Le littoral, mais ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a en mer. C'est assez inédit. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est surtout que le surf en tant que prétexte au voyage ou une récompense, par exemple, si on finit le voyage avec des très belles vagues après avoir fait une sorte de pèlerinage, des rencontres, c'est vrai que c'est là où ça sublime le sport, mais le sport en lui-même, le plaisir un peu égoïste de surfer tout seul sur une vague, moi, ça fait longtemps qu'il m'est passé, et Justine, je pense qu'elle est en train aussi de partir là-dedans. J'ai une question, Stéphane, membre du jury. C'est un premier film, c'est une première réalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez maîtrisé, joué avec les caméras, sûrement les GoPro et l'autre caméra, comment vous êtes partagé la tâche, et puis après, peut-être au montage, nous donner deux, trois secrets? Oui, c'est notre première réalisation. Moi, c'était la première fois que je touchais à une caméra, et j'ai dû un peu apprendre comme ça, quoi, entre un bateau, un village, un traducteur. Damien m'a beaucoup épaulé là-dessus. J'ai appris sur le tas. J'imagine que de commencer un voyage comme ça, tu commences à développer un regard à travers la caméra, à trouver les moments intéressants, à aller plus loin dans les rencontres, dans les partages de moments, la beauté de chaque instant qu'on va vivre, et essayer de les mettre sur pellicule. Et c'est vrai que là, on avait du matériel assez rudimentaire, on n'avait pas de micro, on a récupéré quelques plans de drone à la fin, un vieux journaliste de la BBC australienne, un ancien correspondant de guerre, qui très gentiment nous a cédé 2-3 images de drone. Et après, non, c'est vrai qu'on se prend assez vite au jeu de filmer quand on ne connaît pas.
Ça m'a rappelé un peu une phrase de Sylvain qui disait que le voyageur a rendez-vous avec sa page blanche le soir, et c'est ce qui permet un peu d'être attentif et de regarder avec précision un peu tous les moments de la journée, parce qu'on a rendez-vous avec cette page blanche. Et c'est vrai qu'avec la caméra, en faisant un film, on a tendance un peu à être très à l'affût, aux aguets de tous les beaux moments. Donc on se prend vite au jeu, ça nous a plu. Après, j'avoue que c'était un petit peu galère parce que les batteries, enfin voilà, on avait beaucoup de batteries pour être assez autonome pendant au moins une semaine. Elles n'étaient pas du tout adaptées à la caméra qu'on avait prise. Elle pesait au moins 3 kilos, donc parfois c'était un peu galère. On scotchait les batteries à la caméra, ça partait à la flotte. Enfin, bon, il y a celle que vous embarquez quand même dans le tube et de temps en temps toi sur GoPro, ton longboard. ouais. Ça, c'est les GoPro qui sont faciles à utiliser. Est-ce que le surf est un sport qui permettrait de s'évader de cette société qui est de plus en plus réglementée au travers de nombreux voyages ? C'est sûr que moi, j'ai un gros problème avec je suis pas du tout marginal et tout ça, mais j'ai un peu du mal avec ce principe de précaution qu'on est en train d'appliquer partout. Et c'est vrai que le surf, c'est vraiment un sport de liberté avec la nature et avec nous-mêmes et avec les autres. Et ces moments de liberté absolue à l'autre bout du monde font vraiment plaisir. Donc c'est vrai qu'on le dit dans la fin, c'est peut-être un échappatoire ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même un des derniers endroits où on ne nous a pas mis des lois dans l'eau, où on n'a pas de priorité encore très définie et on est encore assez libre de partager quelque chose avec la nature. Et l'accès est gratuit. On ne peut pas planter un panonceau dans une vague. Alors, je sais pas, vous ne devez pas vous en rendre compte parce qu'on n'est jamais conscient de ce qu'on représente, mais vous êtes une espèce de concurrence incarnée et vivante de Adam et Ève au Jardin d'Éden. Enfin, je ne sais pas, les cocotiers auraient eu envie probablement d'être des pommiers quand vous arriviez sur ces îles désertes. Vous nous réconcilieriez presque avec la conjugalité. Enfin, moi, j'étais tout à fait éberlué de vous voir comme ça, magnifiquement embellissant la nature. C'est assez rare que l'être humain embellisse la nature. Est-ce que vous vous rendez compte que souvent le sport d'aventure est souvent un agent de dissolution du couple. Parfois, on part en montagne comme ça avec sa chérie, et puis tout à coup, les choses ne passent pas bien. Alors, c'est magnifique. Moi, je tiens à vous dire ça, j'ai été beaucoup bouleversé par ça. Je trouve ça superbe. Et ma question, c'est allez-vous continuer tous les deux à voyager et à porter votre beauté ailleurs? Bien sûr. Difficile de répondre après ça. Oui, bien sûr, c'est pas les idées qui manquent en tout cas. On est plein de projets dans la tête. Voilà, il reste plus qu'à avoir le temps. Alors, on vous voit beaucoup, vous l'avez d'ailleurs dit, vous le dites beaucoup dans le film, et vous venez de l'évoquer à nouveau. On vous voit vous porter beaucoup à la rencontre des autres, notamment des papous qui semblent vous fasciner. On voit les enfants papous qui se mettent au surf apparemment depuis pas très longtemps. Est-ce qu'il y a eu le même phénomène que dans l'Himalaya, avec des populations locales qui sont devenues des champions d'escalade et d'alpinisme? Je pense au peuple Sherpa. Est-ce que là, c'est vraiment une question de novice qui n'y connaît rien? Est-ce qu'il y a des Papous ou des Indonésiens qui, tout d'un coup, ont rejoint le circuit de championnat, quoi? Ils sont devenus des professionnels. Indonésiens, oui, parce que la culture surf existe déjà depuis plus longtemps qu'en Papouasie. En Papouasie, en revanche, c'est tout à fait nouveau pour eux et donc non, il n'y a pas encore de Papous sur le circuit mondial. Ça ne saurait tarder, j'espère. En revanche, on a vu qu'ils étaient vraiment doués du sens de la glisse et d'une passion extrême pour cette discipline. Donc, et ils ont commencé à shaper leurs propres planches de surf, tailler dans les balsas qu'ils trouvent dans leur jardin. Comment ils appellent ça, les planquis? Les planquis, ouais, palanques. Et il y a des Australiens qui sont venus juste les initier au principe de symétrie et à quelques bases de shape pour qu'ils puissent être autonomes et puissent développer leur propre culture de la glisse. Mais en tout cas, on était assez fascinés de voir ces gamins qui étaient surdoués sur des vagues sans avoir eu de modèle auparavant, comme nous, on a pu l'avoir étant gamin, mater des vidéos pendant des heures. Eux, ça naît vraiment de leur trip, quoi.
Mais on peut savoir si historiquement, enfin ethnologiquement, on peut avoir des traces d'une pratique ancienne du surf là-bas, où on pense que ça a été un peu inspiré par les voyages des surfeurs récents. Je ne crois pas que dans les années, il y a longtemps, je ne crois pas que... Non, c'est très récent, dans les années 80, c'est un pilote australien qui faisait des allers-retours avec la Papouasie qui a laissé des planches là-bas. Ils ont commencé à surfer donc, dans les années 80, ce qui est assez récent. Et en fait, depuis quelques années, il y a une légende des fabrications de planches, qui est un Australien un peu poète, qui est une personne fantastique, qui s'appelle Tom Wegner, qui part dans ce village et en fait leur a dit que c'était dommage de réutiliser des planches en résine, de fibres de verre et tout ça, qui est assez polluant et qu'ils auraient du mal à les réparer parce qu'ils n'ont pas le matériel. Et il leur a dit, vous avez du balsa qui pousse dans la forêt, vous pouvez faire des planches en bois et réinitier un peu cet état d'esprit des rois hawaïens qui surfaient sur des planches en bois, et c'est peut-être plus spirituel et peut-être plus en adéquation avec votre mode de vie, avec la nature. Et donc c'est c'est un beau message, je pense. Merci de conclure par ce message-là. Merci de nous avoir donné ce beau film, Caléléo. Merci à Justine et Damien. Merci à vous. Merci.